Il est 22 h sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 7 juillet 2024. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Le chef de l'État a formé le souper pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes à l'occasion du Nouvel An musulman 1446. Et dans l'actualité internationale, ce premier bloc opératoire au Madagascar où on dédie à la chirurgie pédiatrique cardiaque. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité santé, bonheur et prospérité à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes à l'occasion du Nouvel An musulman 1446. Dans ce vœu à la nation, le chef de l'État émet surtout l'espoir que ce Nouvel An musulman soit source supplémentaire de fraternité, de communion et de solidarité entre tous nos compatriotes. Il a ensuite imploré Dieu Tout-Puissant d'entourer de sa baraka les efforts sans cesse renouvelés dans notre nation en vue du développement durable. Le président de la République mit également à profit cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux forces vives de notre nation. Grâce aux efforts que vous déployez au quotidien, notre pays acquiert progressivement tous les attributs indispensables à son accès à l'essor et à la prospérité pérenne. À cet effet, a déclaré le chef de l'État, réitérant ses meilleurs vœux à tous nos compatriotes. Fin de citation. Le président Guelleh échange également les meilleurs vœux avec ses homologues musulmans. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion du Nouvel An, exprimé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de meilleurs an à ses homologues chefs d'État et de gouvernement de pays arabes et musulmans et à leurs pays respectifs. Je forme l'espoir davantage de succès et de réussite à vous ainsi qu'à un plus grand nombre de progrès et de développement à votre peuple, a écrit le président Guelleh dans les télégrammes envoyés aux dirigeants musulmans. Puisse ce Nouvel An servir de creuset d'aboutissement et de support d'éclat à la réalisation d'aspirations au bonheur et à l'accomplissement de nos sociétés, a dans ses correspondances noté le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République a reçu lui aussi des messages similaires de la part de ses homologues musulmans que la paix, la stabilité caractérisant Djibouti demeure à jamais à ses attributs les plus immuables. Ils ont plusieurs télégrammes adressés au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous revenons donc à cette histoire de l'année hégirienne brièvement. L'année hégirienne est une étape importante pour les musulmans du monde entier, leur offrant ainsi l'opportunité de méditer sur les valeurs religieuses et spirituelles. À l'instar des autres pays islamiques, notre pays célèbre aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle année du calendrier hégirien 1446. Comme en témoignent ces images du film du messager Al-Risala en arabe, l'immigration prophétique est un exemple de sacrifice et de foi profonde. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui et ses compagnons, quittant le foyer à la Mecque pour s'installer à Médine afin de préserver la religion. Et bien à l'occasion du Nouvel An musulman 1446, quand on témoigne ces images capturées par la caméra de la télévision nationale, les rues de la capitale se vident presque complètement des véhicules et des passants en ce jour. Les départements et les établissements publics et privés ferment également leurs portes, tandis que de nombreux Djiboutiens profitent de l'occasion pour passer du temps avec leur famille ou rendre visite à des proches. De son côté, le cheikh Jamal Osleye, imam de la mosquée Loïta, a rappelé
l'importance cruciale de cette nouvelle année hégirienne qui occupe une place importante dans la vie des musulmans à travers le monde. Étant lié donc au calendrier islamique qui n'est pas seulement, c'est ce qu'a précisé donc le cheikh Osleye, un outil de mesure du temps, mais également reflète des dimensions religieuses, culturelles et sociales. Il a souligné que l'immigration prophétique nous enseigne beaucoup sur le sacrifice, la patience et la planification. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et ses nobles compagnons ont fait face d'énormes défis pendant l'immigration, mais ils ont montré courage, résilience et dévouement pour la diffusion du message de l'islam. C'est ce qu'a précisé le cheikh Osleye dans une interview accordée à la télévision nationale. Le président Guelleh exprime également ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Le chef de l'État, Ismail Marguerite, a souhaité succès, réussite au nouveau Premier ministre, M. Keir Starmer. Le score largement triomphal qui a disposé à la victoire de votre formation politique et par voie de conséquence à votre investissement à la tête du gouvernement du Royaume-Uni est l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre vision, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de félicitations envoyé à M. Starmer. Je forme le vœu sincère que la nation amie du Royaume-Uni accroîtra sous votre leadership l'œuvre largement réalisée de son rayonnement et accomplissement, a dans les mêmes documents noté le chef de l'État, se réjouissant du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations bilatérales entre nos deux pays. Soyez sûr, monsieur le Premier ministre, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours nécessaires au raffermissement et du peuple djiboutien tous les concours nécessaires déjà privilégiés entre nos deux nations, a également indiqué le président de la République, Ismail Marguerite, réitérant ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. En bref et en image avec cette visite au Caire où le ministre des Affaires musulmanes participe au forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. Notre pays, par le biais du ministre des Affaires musulmanes, M. Momin Hassan Barre, participe à la 4e édition du forum d'Aswan pour la paix et le développement durable qui s'est tenu au Caire au début du mois de juillet. Placé sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation », repenser la gouvernance mondiale pour la paix et le développement, ce forum a réuni plus de 400 participants de haut niveau pour débattre des défis et des opportunités auxquels l'Afrique est confrontée. Le ministre Barre était accompagné par le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya de la culture de la paix, M. Al-Salih Ahmed Abdallah. La séance d'ouverture a été inaugurée par le ministre égyptien des Affaires étrangères en présence du président de la Commission de l'Union africaine, du secrétaire général de la Ligue arabe et de plusieurs ministres et délégations du haut niveau de l'Union africaine et des Nations unies. Lors des discussions en panel menées par le Centre international du Caire par la résolution des conflits et la consolidation de la paix, le ministre Momin Hassan Barre a mis en lumière les défis particuliers auxquels la Corne de l'Afrique est confrontée en raison de sa position stratégique sur la mer Rouge et de la fragilité persistante de la région. Le ministre a souligné que les conflits et la violence entravent les efforts de développement durable et de construction de la paix, nécessitant, selon lui, une approche globale et inclusive. Le ministre a indiqué que malgré toutes les dispositions mises en œuvre, notre pays, Djibouti, se distingue comme un havre de paix et un acteur régional dans la médiation de résolution pacifique des conflits. Et ce, donc, sous la gouvernance éclairée du président de la République, Ismail Marguerite, qui joue donc un rôle crucial dans la promotion et la stabilité de la région. Le ministre a rappelé une stratégie globale et inclusive privilégiant la paix et la cohésion sociale, réaffirmant encore une fois de plus l'engagement de notre pays à soutenir les efforts de paix et de développement en Afrique. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de remise d'attestation de formation archivistique par l'Agence nationale pour la promotion de la culture. L'événement, qui s'est tenu dans un cadre solennel et inspirant, a réuni un groupe diversifié des participants engagés
comprenant entre autres des jeunes chercheurs passionnés, des professionnels de la culture et des représentants d'institutions partenaires. Cette cérémonie marque non seulement la conclusion d'un programme intensif des formations, mais aussi le début d'un engagement renforcé envers la conservation du patrimoine documentaire et culturel. Cette formation dispense un éventail de couverts des sujets essentiels tels que les méthodes modernes d'archivage, les normes internationales et les pratiques innovantes en matière de préservation grâce à l'expertise partagée par les formateurs qui ont acquis donc des compétences précieuses, c'est ce qu'a indiqué une responsable de l'UNESCO. Des compétences en gestion des archives et de la documentation à Djibouti. Depuis toujours, l'UNESCO s'efforce de promouvoir la paix, le développement durable à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication. Notre mandat fondé sur la coopération internationale vise à encourager les nations à investir dans leur capital humain, à préserver leur patrimoine culturel, condition sine qua non pour un développement inclusif et durable. Aujourd'hui, nous célébrons les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture à travers son Agence nationale de la promotion de la culture et bien sûr le département des archives nationales pour améliorer la gestion des archives administratives. Le projet de la formation des archivistes que nous avons soutenu est une initiative stratégique essentielle pour garantir la préservation et la valorisation du patrimoine documentaire de Djibouti. Et le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture s'est exprimé en ces termes. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour marquer la conclusion du volet formation de notre projet intitulé « Acquisition d'équipements et formation archivistique pour le département des archives nationales et des services versants ». Ces projets, initiés au début de l'année 2024, s'inscrivent dans une dynamique de modernisation de nos archives, de nos activités archivistiques nationales, grâce à l'impulsion du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration étroite avec la présidence de la République, en particulier le secrétariat général du gouvernement. Nous avons pu entreprendre des actions significatives pour renforcer notre infrastructure archivistique. Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à l'UNESCO, en particulier les bureaux de Nairobi et de Djibouti, pour leur soutien inestimable. Leur appui a permis de rendre possible cette formation dispensée par M. Albert Mban, expert reconnu et auteur de plusieurs ouvrages sur les archives francophones. Sa présence et ses connaissances approfondies, nourries par de nombreuses missions à Djibouti, ont été des atouts inestimables pour les archivistes. Et pour sa part, le conseiller technique de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa Ahmad, a indiqué lors de son intervention qu'à travers cette cérémonie de remise d'attestation, l'Agence nationale pour la promotion de la culture et ses partenaires ont posé les fondements d'une collaboration continue et fructueuse. Voici ses propos. Vous accompagne dans ce processus et vous accorde son accord total dans la mise en œuvre des compétences que vous venez d'acquérir, tout en comptant sur la solidarité nationale et la participation de tous les partenaires à cet élan ministériel engagé par l'organe opérationnel du ministère, je citais l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Comme vous le savez, dans le cadre de la stratégie nationale de la culture, les axes prioritaires sont la recherche, la sauvegarde, la promotion et la protection du patrimoine culturel national, sans oublier le développement de l'innovation, mais également de la créativité. Le présent sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la formation archivistique, constitue la priorité principale et nous sommes résolument, et le ministère de la Jeunesse et de la Culture est résolument engagé dans le processus de l'intégration de la culture dans le développement durable.
Et cette vague de chaleur qui s'abat sur la capitale de manière continue, selon l'agence de la météorologie, la température a atteint les 46 degrés ce dimanche, très ensoleillé par rapport à la journée d'hier où les degrés avaient atteint les 47,3. Pour la population djiboutienne, la mer est le dernier refuge et la baignade reste la meilleure manière de se rafraîchir. Force est de constater que les familles djiboutiennes apprécient de pouvoir profiter de la plage, d'où les nombres accrus des familles djiboutiennes à la mer. Lors d'une interview accordée à notre correspondant sur place, j'ai du mal à supporter la chaleur à Djibouti et comme je ne suis pas en mesure de permettre à ma famille de passer l'été dans les régions de l'intérieur, alors j'en profite pour aller à la mer et ça m'aide, c'est ce qu'a précisé une mère de famille lors de l'interview. La famille Hassan Dahir avec des sachets remplis de beignets et de boissons fraîches pour bien profiter de la fraîcheur de la plage et de bien s'hydrater. Dès qu'on ressort de l'eau de la mer, on a tout de suite chaud, c'est épuisant et c'est le retour à la maison. On étouffe, a indiqué cette mère de famille. Un peu plus loin, les agents de secours, les équipes de sauveteurs de la garde-côte djiboutienne restent pour eux très vigilants pour tenter donc de repérer les éventuelles noyades parmi les baigneurs. C'est un sujet de notre confrère Gas Malo. Eh bien, à cet égard, le cardiologue de l'hôpital Cheikho de Balbala, Dr Sharmarke Drara Assoui, a mis en garde contre les effets nocifs de la chaleur intense sur la santé, surtout des personnes âgées et les enfants. Voici ses propos. Nous le savons tous, la chaleur excessive dans notre pays représente un risque significatif pour les maladies cardiovasculaires et qui augmente la mortalité cérébro- et cardiovasculaire. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de l'impact de la chaleur sur le système cardiovasculaire. Et nous savons que la chaleur ou les canicules augmentent les travaux cardiaques. Lorsqu'on dit qu'il augmente les travaux cardiaques, le cœur va battre plus vite, la personne va ressentir des palpitations et le cœur il va agir par une vasodilatation et ce qui va augmenter le stress cardiaque. Dans un second temps, la chaleur elle va augmenter où elle va provoquer ce qu'on appelle un déséquilibre hydroélectrolytique. C'est déséquilibre hydroélectrolytique qui va être dû à une perte en électrolytes, en sodium et en potassium, qui va être à l'origine d'une déshydratation intra- ou extracellulaire. Et pour avoir de conséquences, ces anomalies hydroélectrolytiques et d'autres mécanismes physiopathologiques vont entraîner l'augmentation et la majoration des risques d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Dans un deuxième temps, nous allons parler des patients ou des personnes qui sont à risque de cette chaleur. En général, ce sont les sujets âgés. Lorsqu'on dit les sujets âgés, pourquoi? Parce que leur capacité à réguler la température corporelle est souvent diminuée. Et il y a également les personnes qui sont atteintes des maladies cardiaques, des maladies qui peuvent être cardiaques ou non cardiaques, mais des maladies chroniques, notamment les diabètes, l'hypertension artérielle, la maladie rénale chronique. D'accord. Et il y a également les sujets des bas âges, les enfants, les nourrissons et les gens qui travaillent à l'extérieur et les sportifs et qui sont soumis à des fortes chaleurs. D'accord. Troisième point important dont nous allons discuter ensemble, ce sont les mesures de prévention. La question qu'on va se poser, c'est comment combattre cette chaleur ou cette canicule. Plusieurs moyens de prévention de la canicule et de son impact sur le système cardiovasculaire. En premier lieu, il nous faudra une hydratation régulière et suffisante. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation et contrecarrer les effets des troubles hydroélectrolytiques sur les cœurs. Il faut éviter les activités sportives, les activités physiques intenses, en général, surtout les périodes les plus chaudes. En général, c'est de 11h jusqu'à 16h, il faut limiter les activités importantes. Il faut se refroidir. Il faut utiliser des ventilateurs, des climatisations si possible, ou savoir répéter les douches fraîches. Il faut porter on serait amené également à porter des vêtements légers, des vêtements qui sont amples et clairs.
D'accord ? Il faut privilégier la natation, surtout dans cette période où on a besoin de se refroidir. Et un point important dans la gestion de la chaleur chez les patients qui portent des maladies cardiovasculaires chroniques, ces gens-là doivent surveiller leurs symptômes. Lorsqu'une personne qui est connue porteuse d'une maladie cardiovasculaire, elle doit consulter le plus tôt possible lorsqu'elle présente des symptômes comme une douleur thoracique, des palpitations, un essoufflement à l'effort. D'accord ? Et un point important également à ne pas oublier et qu'il fallait peut-être évoquer en premier lieu, c'est à chaque début de l'été, au tout début de l'été, chaque malade qui porte une maladie cardiaque ou une maladie cardiovasculaire chronique doit consulter au préalable son médecin traitant, qu'il soit cardiologue ou généraliste, afin de mettre au point sa maladie et de stratifier les risques qu'il va supporter, ces canicules ou pas, et qui peut des fois déboucher sur des ajustements thérapeutiques. Et notre grand format ce soir porte sur le développement agro-pastoral dans la région d'Ali Sabié, notamment dans le secteur d'Assamo. Les détails avec Ahmed Hamad. Ici, sur les deux rives de l'oued Assamo, fleurissent les jardins potagers et fruitiers à perte de vue. Une initiative qui revient en premier lieu à M. Kashbash, un ancien globe-trotteur qui est venu s'installer à Assamo pour travailler la terre et installer son premier jardin. Moi, j'ai fait le tour du monde pour faire fortune et c'est mon plus grand regret parce que j'ai perdu 15 ans de ma jeunesse. Maintenant, lorsqu'on me dit quelqu'un a immigré, cela me fait mal au cœur. Moi, j'ai fait la terre tout entière, l'Asie, pays par pays, l'Inde, le Sri Lanka, le Japon, les pays du Golfe et toute l'Europe, à savoir l'Italie, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres. Mais je n'ai pas rencontré ce que je cherchais. Il faut savoir que les deux premiers problèmes qui se présentent à vous, à votre arrivée, c'est où loger et où manger. Si vous n'avez pas de domicile, c'est déjà un délit dans les pays européens. Vous êtes un SDF et vous êtes considéré comme un futur délinquant, voleur ou autre. Il ne faut pas vous laisser leurrer par les belles photos postées sur Facebook. C'est l'envers du décor. Ces gens qui postent ces photos sont réduits à l'esclavage sans visage. Leur vie n'est pas du tout enviable. Il faut croire en son pays. Vous avez votre avenir dans votre pays et vous pouvez y vivre heureux. Alors qu'il fallait plusieurs heures au véhicule tout-terrain, aujourd'hui même, les tricycles ou bajages ne mettent qu'une demi-heure pour relier Assamo au chef-lieu pour le plus grand bonheur des agriculteurs et autres commerçants de Assamo. Cette connexion rend plus fluide en effet la circulation entre Ali Sabié et le village agricole de Assamo. Le résultat est bien visible à Assamo, qui connaît un essor commercial fulgurant avec ses nouvelles déventures de commerce. Pour les agriculteurs également, dès la récolte fraîche du matin, les produits sont acheminés directement par voie routière avec un simple badjage vers le marché de Ali Sabié. Dans ma ferme, il y a toutes sortes de légumes. Et dès que je cueille tous ces légumes, je les ramène à Ali Sabié et à Djiboutiville afin de les vendre. Par ailleurs, j'ai des clients particuliers qui sont toujours là à acheter mes légumes puisque je suis aussi membre de l'association qui confectionne la confiture. Et tout ceci est devenu possible grâce à la route bitume de fond en comble pour désengorger la localité de Assamo. Un projet de construction initié par le président de la République, ce nouveau corridor Assamo-Ali Sabié a aussi permis à beaucoup de touristes de se rendre dans cette localité, qui est à la base une localité qui attire des touristes venus de différents horizons. Mis à part l'afflux massif de touristes, nos fruits et légumes sont vendus sur place du moment que les voitures viennent ici à Assamo afin d'acheter des fruits et des légumes frais. Pour ce qui est du surplus de la production, on observe une innovation de taille à Assamo grâce au ministère de la Femme et de la Famille. Ce dernier a en effet fait appel à un expert agricole ouest-africain pour la formation des agricultrices de Assamo dans les domaines de la transformation et de la conservation du surplus de la récolte. À cet effet, tout un lot de matériel a été remis à ces femmes, dont un laboratoire de préparation à la conservation où l'hygiène est de mise.
Des produits ainsi confectionnés sont empaquetés dans des pots sous forme de confiture et seront vendus sur le marché d'Ali Sabié. Cette forme de production qui a démarré en juin 2018 a porté ses fruits. La responsable du laboratoire nous explique cette étape de la production. Notre confiture atteignait au maximum des mois, mais maintenant, grâce à la formation qu'on a acquis, notre confiture peut atteindre 5 ans et des matériels nous a été octroyés afin d'améliorer notre production. Auparavant, une fois qu'on finit la production, on transportait la marchandise jusqu'à Ali Sabié. Mais à présent, notre production se vend ici à Assamo grâce à ce nouveau corridor qui nous a facilité la vie et a rendu possible à ce que notre production se développe. Cette innovation, jusqu'à présent inconnue des agriculteurs djiboutiens, a été un encouragement à travailler davantage la terre, d'où cette expansion sensible des jardins potagers à Assamo, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Tajoura, dans la localité de Madgoul, qui a bénéficié du programme de régénération naturelle assistée, la RNA, initié par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme de gestion des eaux et des sols. Ce programme novateur a eu un impact positif permettant une autonomisation de la communauté pastorale. Avant, le progrès vie-pastorale était précaire. Les parcours restaurés ont donné un nouveau souffle d'élevage. Les troupeaux peuvent désormais paître en toute quiétude et cela se traduit par une meilleure santé d'animaux. La restauration des parcours, la création des points d'eau pérennes et la mise en œuvre des techniques d'élevage modernes ont transformé la vie des pasteurs, assurant ainsi un approvisionnement constant en eau pour le bétail, contribuant à la préservation dans la manière dont les communautés abordent l'environnement pastoral. En effet, des écosystèmes fragiles, les éleveurs sont initiateurs et en même temps les gardiens de cette transformation, c'est ce qu'a indiqué l'ingénieur Baragoïta. À Dalayaf, cette fois-ci, qui assure l'essentiel. L'association ITRO, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, a officiellement démarré hier après-midi les activités sportives estivales à Dalayaf. Cet événement marque le début d'une saison riche en compétitions et divertissements sportifs pour la population locale. Le programme est varié, il comprend des disciplines telles que le foot, l'athlétisme, la pétanque, le volley, permettant à de nombreux athlètes et d'équipes de la région de démontrer leur talent et de se mesurer les uns aux autres tout au long de l'été. Cette cérémonie d'ouverture a rassemblé un large éventail de personnalités et d'officiels, dont M. Ahmed Ali, directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des sports, des représentants du secrétariat d'État chargé des sports, de la sous-direction régionale d'Obok, ainsi que des membres de l'association ITRO et d'autres invités de marque ont également honoré de leur présence de cet événement inaugural sportif. Ces activités estivales visent non seulement à promouvoir la pratique sportive dans les localités éloignées, mais aussi encourager la participation des jeunes et des moins jeunes dans le cadre d'une détection de jeunes talents. Et cette course du dromadaire à Ghor-Angar, une expérience très fascinante. Ce matin, la localité de Ghor-Angar, nichée dans la région d'Obok, a vibré au rythme d'une activité traditionnelle empreinte de passion et de compétition. Il s'agit de la course du dromadaire. Organisée par la sous-direction régionale d'Obok du secrétariat d'État chargé du sport. La participation massive des coureurs témoigne de l'engouement et de l'importance que revêt cette course pour les habitants de cette localité. Parmi les invités et spectateurs, plusieurs personnalités étaient présentes, à commencer par le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion du sport, M. Ahmed Ali.
Dès les premières lueurs de l'aube, l'événement a débuté, marquant ainsi le lancement officiel de cette course aux dromadaires. Les dromadaires, magnifiquement parés et entraînés pour l'occasion, ont pris leur départ sous les acclamations nourries du public. Le déroulement de la course a attiré l'intention de tous, et ce dans une ambiance conviviale et festive, que les 3 premiers athlètes ont été récompensés sur place pour leur performance. Et nous restons dans le chapitre sportif où pour sa première participation à la CAN de Rennes, l'équipe djiboutienne de moins de 15 ans de la diaspora de Djibouti, après un parcours exceptionnel où elle a conquis les cœurs de nombreux spectateurs, a joué hier à Rennes la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U15. En phase de poule, victoire contre le Ghana et le Tchad. En quart de finale, victoire contre l'Érythrée. En demi-finale, victoire contre le Gabon. En finale, dans une ambiance, en demi-finale, ils ont donc remporté contre le Gabon. Et en finale, dans une ambiance surchauffée avec la présence dans les tribunes de nombreux supporters, notamment la star de la chanson djiboutienne, M. Yahya Abdelghadir, qui est venu donc soutenir les jeunes requins dans un match indécis et très serré. Loin de nous décourager, nous sommes convaincus que nous reviendrons plus fort au prochain tournoi. Enfin, un grand merci à de nombreux adhérents et supporters partout où ils se trouvent. C'est ce qu'ont indiqué les jeunes qui ont participé à cette compétition. Retour à Djibouti avec le plongeon acrobatique de la ville blanche Tadjoura qui honore sa tradition. Ce matin, la ville blanche de Tadjoura a vibré au rythme des sauts et des acrobates en tout genre. Après le succès à Obok, la compétition de plongeon acrobatique artistique a cette fois jeté l'encre à Tadjoura, attirant donc une foule nombreuse et passionnés. Plusieurs jeunes et moins jeunes venus de divers horizons ont participé à cette manifestation nautique. Le public venu nombreux ont pu apprécier également les démonstrations et des numéros spectaculaires de nos jeunes pépites. La compétition s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport. L'actualité au niveau régional, notamment en Somalie. Récemment, les Somaliens ont découvert que Dame Mohamed Hashi Ali est un officier somalien. Parmi les 3 hélicoptères qui ont survolé Mogadiscio le 1er juillet lors des célébrations de la semaine de l'indépendance, l'un d'eux était pilote par lui. Le 2 juillet, le pilote Mohamed Hashi a transporté le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, au front de guerre, le déposant dans la ville de Wernigley, dans la région de Shabelle Hadhe, où l'armée nationale somalienne possède donc une grande base militaire. Cet avion vole régulièrement vers le quartier général de l'armée de l'air somalienne et opère dans les régions de ce pays ami et voisin. En plus de pourchasser les Khawarij, cet avion est crucial pour l'armée transportant des provisions, des médicaments, des blessés, des éclaireurs, des officiers et des dirigeants nationaux vers les lignes de front. Bien qu'il y ait d'autres jeunes formés au pilotage des avions militaires somaliens, le pilote Mohamed Hashi a eu la chance de devenir le premier officier à reprendre service dans le pays après l'effondrement. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, au Madagascar, un premier bloc opératoire dédié à la chirurgie pédiatrique cardiaque. Ce pays de l'Afrique, le président de la République du Madagascar a inauguré le 4 juillet dernier le tout premier bloc de chirurgie pédiatrique de ce pays à Senhosa, l'hôpital militaire d'Antananarivo. Un projet de longue haleine qui a porté donc ses fruits à travers l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. L'objectif premier est de permettre à terme aux enfants atteints de cardiopathie d'être opérés sur l'île par des médecins malgaches et ne plus laisser leur chance de survie dépendre d'une évacuation à l'étranger.
4 enfants ont été donc opérés à cœur ouvert par une équipe médicale malgache dans le bloc flambant neuf, une prouesse technique et une première dans ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.